Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Passion Foot pour une toute nouvelle émission. Grosse semaine sur la chaîne YouTube, plein de nouvelles émissions qui arrivent sur cette chaîne YouTube. Cette émission, le Before, bien évidemment, est une présentation un peu de ce qui va se passer sur ce week-end de football qui arrive et sur ce qui s'est passé cette semaine d'un point de vue mercato, d'un point de vue transfert. Et pour parler mercato, tout d'abord, on a Mathéo qui est avec nous pour parler de cette magnifique chronique. Comment tu vas, Mathéo ? Bonjour messieurs, il y a du mouvement cette semaine, donc il y a beaucoup de choses à débattre et à discuter, donc ça va être costaud. Grosse semaine mercato, bien évidemment, beaucoup d'informations qu'on détaillera dans cette vidéo. Et bien évidemment, pour le prono de la semaine, l'aspect beaucoup plus before, l'aspect terrain, l'aspect footballistique, Brieux qui va nous présenter bien évidemment le prono de la semaine. Comment tu vas, Brieux ? Ça va super les gars, ça va super. En plus, gros match demain, gros match entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Donc on va avoir l'occasion de décortiquer un peu tout ça et d'en parler. On pourra décortiquer du coup cette magnifique rencontre entre deux grosses têtes d'affiche du championnat d'Allemagne en attendant bien évidemment la reprise des autres championnats pour vous proposer encore plus de paris sur des matchs beaucoup plus européens. On quittera l'Allemagne pour parler football sur d'autres pays. Mais avant tout ça, on va bien évidemment parler du mercato de cette semaine. Beaucoup d'informations, beaucoup de choses à dire. Mathéo, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Quelles sont les dernières infos croustillantes qu'on peut retrouver sur la planète football? La dernière information, elle est tombée cet après-midi puisque la Ligue de football a décidé d'ouvrir un mercato entre clubs français à partir de ce lundi. Donc une décision qui est tombée là il y a vraiment quelques heures. Quand on se remet un petit peu dans le contexte, on sait qu'il y a un conflit avec la LFP, certains clubs comme Toulouse, Amiens ou encore Lyon. Le Conseil d'État devait rendre une décision quant à une reprise potentielle de la Ligue 1. Messieurs, est-ce que le fait d'ouvrir le mercato là, lundi, c'est pas une sorte de pression et dire on peut pas reprendre la Ligue 1, on peut pas reprendre le championnat puisque le mercato est ouvert. Il va y avoir beaucoup de mouvements dans les effectifs. Qu'est-ce que vous en pensez, toi, Brieux, par exemple? Qu'est-ce que tu penses de cette décision? Moi, je pense que c'est une décision un peu hâtive. Voilà, on n'en a pas du tout entendu parler. Il n'y a eu aucune rumeur à ce sujet-là. Et là, bam, d'un coup, juste avant finalement la décision qui doit être prise par le Conseil d'État, la LFP prend cette décision-là. C'est un peu pour dire clôturer le débat, finalement, dire que c'est eux qui ont raison et qu'il n'y a plus trop le choix de retourner en arrière parce qu'on sait que les autres fédérations étrangères et l'UEFA a dit qu'il n'y aurait pas de mercato tant que les championnats ne seraient pas terminés. Donc voilà, c'est une décision coup de tête pour mettre le couteau sous la gorge au Conseil d'État. Moi, si je dois donner un peu mon avis dessus, je trouve que c'est un peu, on va dire, un cheveu au milieu de la soupe quand même, cette décision. Dans le sens où, comme tu as dit, ça tombe vraiment, on s'y attendait vraiment pas. On attendait tous avec impatience la décision du Conseil d'État qui doit être rendue, comme tu l'as dit, lundi ou mardi, pour vraiment voir plus clair. Est-ce que le championnat allait reprendre potentiellement? On ne sait pas. Et en fait, cette décision, effectivement, comme tu l'as dit, elle vient un peu acter la fin du championnat, dans le sens où on a vraiment l'impression que la LFP ne veut absolument pas reprendre, ce que je ne comprends absolument pas d'ailleurs, qu'un championnat ne veut pas reprendre son activité, c'est incompréhensible, mais c'est leur décision. Il y a aussi peut-être une envie de ne pas paraître ridicule vis-à-vis de tous les fans de football aussi. On sait que, comme tu l'as dit, il y a un conflit, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi ce serait le gouvernement qui aurait directement dit à la Ligue de stopper le championnat. La Ligue a dit le gouvernement a dit que c'était la Ligue. Et inversement, on se renvoie la balle dans les deux camps. C'est très bizarre. Et cette décision est vraiment arrivée pour dire, voilà, c'est fini, le chapitre est fini, on passe sur 2020-2021. Mais après, ça peut avoir un effet bénéfique pour des clubs comme l'OM qui sont en difficulté financière et qui pourraient voir venir plus longtemps pour faire un mercato. On va en parler peut-être plus tard, mais des joueurs du championnat français dans leurs effectifs, même pour les plus petits clubs comme Dijon ou comme plein d'autres clubs comme ça, qui peuvent venir récupérer des joueurs français. On sera bientôt fixé parce que décision du Conseil d'État, comme tu l'as dit Charles, début de semaine, ouverture du mercato lundi, donc il va y avoir pas mal de mouvements. En parlant de mouvements, on va parler d'Ismaël Benasser, donc le jeune Algérien joueur du Milan AC. Il devrait vraisemblablement quitter l'AC Milan cet été. Il est courtisé par de nombreux clubs, notamment le PSG, Manchester City.
clause libératoire à 50 millions d'euros. On sait que les clubs ont fait des offres un petit peu en dessous. Toi, Brieux, pour les gens qui ne le connaissent pas, est-ce que tu peux nous présenter le joueur? Quel est son profil? C'est Ismaël Benasser, c'est un international algérien, milieu défensif de 22 ans, qui a vraisemblablement, enfin qui a véritablement plutôt explosé l'an dernier avec Empoli. Voilà, c'est un club qui est descendu en Série B par la suite, mais qui a fait une grosse saison et qui a totalement confirmé ça à la CAN en étant meilleur joueur de la meilleure équipe de la CAN, puisqu'il a remporté la CAN avec sa sélection algérienne et a remporté le trophée de meilleur joueur. Ensuite, il a signé au Milan AC pour une somme aux alentours d'une trentaine de millions d'euros, où il a confirmé finalement tout son potentiel et s'est véritablement imposé comme le leader de cette équipe au milieu de terrain. Il a pris conseil notamment auprès de Zlatan Ibrahimovic qui s'est affirmé comme être son mentor depuis cet hiver. Vraiment, il a déclaré dans les médias que c'était son modèle. C'est un joueur qui est très sérieux, on l'a vu pendant le confinement. Il s'entraînait tous les jours, il a fait venir un préparateur physique chez lui à Milan. Il est resté à Milan pour s'entraîner. Physiquement, c'est devenu une bête, il n'y a pas d'autre mot. Déjà qu'il avait 3 poumons sur le terrain, là, j'imagine pas ce que ça va donner le week-end prochain en Coupe d'Italie. Donc c'est un joueur très très bon, qui a une bonne vision du jeu, un bon volume de jeu, très technique. C'est un joueur qui pourrait faire du bien à énormément d'équipes du top classement européen. Et toi, Charles, tu es dans la peau d'Ismaël Benasser. Tu as Manchester City, le Paris Saint-Germain, même si tu es un petit peu fan du PSG, mets ça de côté. Où irais-tu? Quel est pour toi le meilleur choix de carrière? Où est-ce que tu pourrais continuer à te développer et puis ensuite continuer à devenir un joueur top mondial, quoi? Moi, je resterai au Milan AC, bizarrement, tout simplement parce que je pense que Benasser va avoir le profil un peu à la N'Golo Kanté au niveau du jeu, de ce qu'il va apporter, même s'il est beaucoup plus fort techniquement qu'un N'Golo Kanté. Mais je pense que ça va aussi dépendre énormément des performances du Milan AC sur cette fin de saison. S'il y a une Coupe d'Europe qui est accrochée par le Milan AC, même une Europa League, je le vois bien rester. Il est très très content au Milan AC. Il adore l'effectif. Il est comme a dit Brieux, Ibrahimovic, même s'il y a un potentiel départ. Il adore la ville, il adore le club, il aime l'atmosphère. Et s'il y a une Coupe d'Europe, ça peut permettre de rester. Après, s'il faut partir, je dirais qu'à Manchester City, ça me paraît la meilleure option parce que c'est moins bouché. C'est moins bouché qu'au Paris Saint-Germain, je trouve. Il y a plus de place. Je pense que Fernandinho est sur la fin. Gundogan, je l'ai pas trop. Enfin, je considère Benasser bien meilleur que Gundogan. Il y a De Bruyne, bien évidemment, mais je vois pas quel milieu de terrain à Manchester City pourrait vraiment être meilleur que lui actuellement. Ouais. Ils ont recruté Rodri l'été dernier, donc ils ont envie d'en faire un titulaire en puissance. Est-ce que toi, Brieux, tu as envie de réagir? Est-ce que c'est vraiment bouché à Manchester City ou est-ce que ce serait mieux peut-être d'aller du côté du Paris Saint-Germain, ou est-ce que tu rejoins Charles sur le fait que ça peut être intéressant de rester potentiellement une saison de plus au Milan AC? Moi, je suis d'accord et pas d'accord avec Charles. Je suis d'accord avec Charles dans le sens où ce serait pas une mauvaise chose qu'il reste au Milan AC, mais je suis pas d'accord dans le sens où pour moi le milieu de terrain de City justement il est bouché. Voilà, il y a De Bruyne qui est plus en milieu relayeur, qui s'est totalement repositionné plutôt qu'en milieu offensif. Rodri qui joue en 6 et vraiment qu'ils ont recruté 60 millions d'euros je crois à l'Atlético Madrid. C'est pour une raison, c'est pour en faire la relève notamment de Fernandinho. Gundogan, ça reste un bon joueur malgré ce que tu peux en dire, Charles. Donc moi je pense vraiment que le milieu est bouché et surtout quand on voit que Bernardo Silva a tendance à plutôt reculer aussi un peu comme David Silva. Donc moi, soit je resterai au Milan AC, soit je dirais au PSG, où pour moi, le milieu, justement, n'est pas totalement bouché là-bas. On a vu que Idrissa Gueye ne s'est pas totalement imposé. Verratti, voilà, c'est Verratti et quelqu'un d'autre. Et pour l'instant, ce quelqu'un d'autre n'est pas encore là. Pourquoi pas Ismaël Benasser? Je ne sais pas. Hein. Je pense que la bonne décision, c'est de rester au Milan AC pour l'instant. Juste pour revenir un peu sur ce que tu dis, je ne dis pas que Gundogan ou Fernandinho ou Rodri sont des mauvais joueurs. Je trouve que justement Benasser est un cran au-dessus parce que c'est pas un joueur qui est très médiatisé, mais regardez les matchs du Milan AC quand il n'est pas là, et c'est catastrophique. Déjà que le Milan AC c'est catastrophique cette saison de base, mais quand il n'est pas là, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et je trouve que Benasser a cette place, et je pense qu'à City, il peut bouger Rodri, il peut bouger Gundogan. Fernandinho, pour moi, c'est loin derrière, à part De Bruyne, qui forcément, De Bruyne, c'est un autre niveau. Mais je trouve que Manchester City, il pourrait s'imposer. Après, moi, je trouve que les deux clubs se ressemblent, quand même, City, le Manchester City et le Paris Saint-Germain, en termes de projet et d'idées. Je trouve que c'est à peu près la même idée, c'est le même état d'esprit. Après, comme tu dis, c'est Verratti. Mais après, moi, en tant que fan parisien, j'ai envie de laisser la chance à Gueye.
C'est pour ça que moi, je vois plus Gay comme un titulaire pour plus tard. Et je pense que le PSG a d'autres envies, notamment avec d'autres joueurs au milieu de terrain, comme Milinkovic-Savic, par exemple, plutôt que Benacer. C'est pour ça que je portais plus sur Manchester City. Très bien. Transition tout trouvée, on parlait de Manchester City, on va parler de Leroy Sané. On avait parlé déjà, il devait signer au Bayern. Là, ça y est, les dirigeants bavarois ne s'en cachent plus dans la communication. On sait que le directeur, le président, j'en perds le mot, le président a déclaré comme quoi l'année prochaine, Gnabry, Leroy Sané, Kimmich, donc l'Allemagne était vraiment représentée au sein de leur équipe. Donc ça, ils ne s'en cachent vraiment plus. Transfert estimé aux alentours de 45-50 millions d'euros, contrat de 5 ans. C'était inévitable, on ne va pas revenir là-dessus. Néanmoins, j'avais une petite question pour vous. On va voir après Werner, 60 millions d'euros, Ziyech, 35-40 millions d'euros, Leroy Sané, 45 millions d'euros. J'ai l'impression qu'il y a quand même une régulation dans les montants des transferts. Est-ce que c'est expliqué aussi par l'aspect économique, là, avec le Covid-19 ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Moi, je pense que c'est totalement ça. C'est le corona le Covid, pardon, la Covid même, la Covid-19 qui régule tout ça. Quand on voit que l'année dernière, c'est tout simple, pour parler de Leroy Sané à 110 millions au Bayern Munich, là, le prix est plus que divisé par 2 pour un joueur de son calibre. Voilà, on voit que le marché en prend un coup. Même, par exemple, on peut parler aussi de Mauro Icardi. Le PSG a réussi à baisser son prix de départ. Donc, je pense que la Covid-19 joue un rôle important là-dedans. Personnellement, pour revenir plus sur Leroy Sané, je pense que c'est aussi dû à sa blessure. Hein. Oui. Il ne faut pas oublier qu'il s'est quand même fait les ligaments croisés. Je crois qu'il n'a pas joué de la saison. Enfin, il a dû jouer 2-3 matchs de pré-saison et le Community Shield où il s'est blessé directement. Je pense qu'il y a ça qui joue aussi sur Leroy Sané. Mais quand on regarde un peu les prix des transferts, comme on l'a pu le dire, les prix baissent énormément en ce moment. Comme tu as dit, c'est une régulation. Pour Leroy Sané, je pense que c'est notamment dû à sa blessure plus qu'à la pandémie qu'on connaît actuellement. Je pense que c'est plus par rapport à ça, mais forcément, il va y avoir une baisse des prix monstrueuse pour les gros joueurs et il va y avoir moins de mouvements cet été. C'est pour ça que chaque mouvement qu'on pouvait considérer dans les 100-120 millions, maintenant sont quasiment divisés par 2, ce qui est assez impressionnant. Mais voilà, faut prendre aussi en compte la blessure de Leroy Sané dans le prix, quoi. En tout cas, ça reste vraiment dans la stratégie du Bayern de pas faire d'excès de folie, on va dire, dans leur recrutement et ne pas recruter très très cher. Tu parlais tout à l'heure, Charles, de l'Olympique de Marseille, et je vais y revenir dessus avec Mbaye Niang. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine, mais le joueur fait vraiment le forcing pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Il y a un accord notamment avec l'Olympique de Marseille sur un contrat de 5 ans. Il a déjà eu l'entraîneur au téléphone. Je pense qu'il ne reste plus qu'à trouver vraiment ce terrain d'entente avec le club rennais. Il est estimé par son club entre 15 et 20 millions d'euros. Ma question, messieurs, c'est est-ce qu'une attaque, malgré les soucis financiers qui pousseraient peut-être à se séparer d'autres joueurs, mais est-ce qu'une attaque Payet, Benedetto, Niang, Thauvin, ça peut fonctionner à l'échelle européenne ? Parce que c'est quand même une très belle attaque. Moi, si je dois donner mon avis là-dessus, le seul problème, ce serait le système dans lequel il faudrait jouer. C'est une très bonne idée de prendre un joueur de Mbaye Niang. Attention quand même à son caractère. Quand il était au Milan AC ou au Torino, il avait une mauvaise réputation. Il sortait beaucoup. Il n'avait pas vraiment une hygiène de vie mais il s'est recalé. Il a donné une interview notamment au CFC la semaine dernière concernant tout ça, pour vraiment montrer que c'était devenu quelqu'un d'autre. C'était un joueur intelligent désormais. Mais voilà, moi je pense que c'est le système qu'il faudra trouver, pas de problème d'équilibre. Il faudra trouver l'équilibre parce que est-ce que c'est un 4-2-3-1, est-ce que c'est un 4-4-2 avec Payet à gauche, ça va être très compliqué. Est-ce que Niang, on le décale sur un côté pour mettre Payet dans l'axe? C'est plus une question de système, moi qui me bloque un petit peu, qu'une question de joueur. Le joueur est totalement, on va dire, il a l'aspect Olympique de Marseille. C'est un joueur qui est typé Olympique de Marseille à mon avis. Mais il faudra que Villas-Boas se creuse les méninges pour trouver quel système marchera le mieux pour retrouver cet équilibre attaque-défense, parce que 4 offensifs, on l'a vu, dans certaines équipes, parfois ça ne marche pas toujours. Donc, à voir au niveau système. Moi je suis totalement excité par ce quatuor qui peut être, je pense, très très destructeur pour les défenses françaises et même à l'échelle européenne. Mbaye Niang, comme tu as dit, Charles, c'est un joueur qui a l'expérience des grands championnats, des grands clubs. Il a joué au Milan AC pendant 2 ou 3 saisons, même s'il était très jeune. Il sort de 2 belles saisons avec le Stade Rennais. Après, maintenant, faut voir dans quel poste il jouera. Si c'est un 4-4-2, un peu comme ce qu'a fait le PSG finalement avec le carré magique, si je me souviens bien, comme ça il s'appelait. Les 4 fantastiques, pardon. Et ça peut faire très mal, mais il faudra trouver vraiment le bon complément avec 2 milieux très travailleurs, je pense,
parce qu'on sait que Dimitri Payet et Florent Thauvin notamment ne sont pas avares d'efforts défensifs, donc il faudra faire très attention, mais très attention pour les défenses adverses aussi. Puis avec les ventes, ça va être quand même compliqué. Et Morgan Sanson est peut-être le joueur, on va dire, type pour cette équipe. On sent quand même que Morgan Sanson, c'est un peu la fin. Donc, à voir aussi au niveau des ventes ce qui va se passer et des arrivées peut-être. Et puis Mba Niang, c'est aussi un gros salaire. Donc, on connaît les difficultés marseillaises et l'envie de dégraisser justement cette masse salariale. Il va y avoir un problème, peut-être un départ de Payet, Thauvin ou encore Strootman. On verra ça. C'est tout pour les grosses informations. Maintenant, je vais revenir sur les informations un petit peu en vrac. La principale, quand même, ça reste Timo Werner à Chelsea pour 60 millions d'euros. Alors, on n'en a pas parlé parce qu'on va faire un dossier assez complet sur Chelsea dans quelques jours qui sortira sur l'actualité. Et on parlera notamment de la stratégie de recrutement et du plan de jeu aussi qui est en train de se construire autour vraiment du coach de Chelsea, Frank Lampard. L'information suivante, c'est l'option d'achat de Karl Toko Ekambi qui a été levée pour une somme de 11,5 millions d'euros hors bonus. Et Kevin Endoram qui est officiellement messin. Il était courtisé notamment par le RC Lens, mais c'est le club de Metz qui a remporté la bataille. Merci Mathéo pour cette magnifique rubrique Mercato. On a beaucoup parlé notamment de tous ces joueurs. On attend avec impatience du coup que le Mercato ouvre. On n'a pas encore de date officielle d'ailleurs sur l'officialisation de l'ouverture du Mercato, à part en France pour un Mercato 100% français pour l'instant. On suivra cette information avec attention parce que ça débutera en septembre, en août. On verra bien plus tard, bien évidemment. Mais tout de suite, on va passer dans notre partie Before, la Bundesliga, bien évidemment. Nouveau match, nouvelle journée en Bundesliga, avec un très très grand match entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Deux grosses têtes d'affiche, des matchs dans le match, vraiment beaucoup de choses à dire sur ce match. Brieux, qu'est-ce que toi tu peux nous dire un peu sur ce match? Quelles sont les cotes, les paris? Voilà. Donc, tu as bien lancé le sujet, Charles. Voilà, on va parler du match Bayern Munich qui va se déplacer sur la pelouse du Bayer Leverkusen, donc qui se jouera samedi à 15h30, heure allemande, heure française, européenne. Pardon. Donc, voilà, donc c'est tout simplement le 5e du championnat qui reçoit le premier. Pardon. Donc, on sait que le Bayer Leverkusen bataille actuellement pour des places en qualification en Ligue des Champions, avec notamment le Borussia Dortmund, le Rasenballsport Leipzig et le Borussia Mönchengladbach. Donc voilà, ils sont à 56 points Leverkusen et il y a seulement 4 points qui les séparent de la deuxième place de Dortmund. Donc ça peut être vraiment un tournant de la saison pour le Bayer Leverkusen. En plus, on sait que le Bayern Munich se détache petit à petit au classement. Ils ont 11 points d'avance sur le Bayer Leverkusen de demain et 7 points d'avance sur la deuxième place du Borussia Dortmund qu'ils ont battu la semaine dernière sur la pelouse de Dortmund. Pardon. Donc en plus de ça, on sait que depuis la reprise, le Bayer Leverkusen, ils sont sur 3 victoires et une défaite vraiment, ils ont pris une petite claque face à Wolfsburg après avoir dominé de la tête et des épaules les 2 premiers matchs. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce Bayer Leverkusen depuis cette reprise? Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Quels sont pour vous les joueurs qui peuvent faire la différence? Dis-moi tout, Charles, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je pense que quand même, forcément, on va parler de moi du côté du Bayer Leverkusen, parce que moi, pour, on va dire, l'aspect général du championnat et le fait que j'aimerais bien que la fin du championnat en Allemagne soit un petit peu serrée, j'aimerais que le Bayer Leverkusen gagne. Et je partirais bien évidemment sur Kai Havertz, qui est le joueur absolument intenable actuellement du Bayer Leverkusen. On ne peut pas le rater sur un terrain. Il est monstrueux. Donc moi, j'aimerais que le Bayer Leverkusen gagne. Après, j'allais dire ils sont à domicile, mais actuellement, le fait d'être à domicile ne change plus grand-chose. Donc, je verrais quand même le Bayern Munich gagner, mais j'aimerais vraiment une victoire du Bayer Leverkusen pour remettre un petit peu Dortmund dans la course, pour que Leverkusen, pour la course aux places européennes, continue en Allemagne. Parce que s'il y a une défaite de Leverkusen, j'ai pas envie de dire que ça tuerait un petit peu le championnat, mais ça tuerait un petit peu quand même l'aspect compétition qu'on pourra avoir, laissant un petit peu d'espace entre tous les clubs. Mais je vois quand même le Bayern Munich gagner, pas facilement, un match compliqué quand même, mais gagner, on va dire, sans trop de problèmes. Très bien. Et toi, Mathéo, voilà, on a vu que depuis la reprise, il y a un Kai Havertz vraiment qui est en feu pour le Bayer Leverkusen. Il a marqué le but de la victoire contre Fribourg lors de la dernière journée. Il est à 4 buts déjà depuis la reprise, ce qui lui fait un total de 11 buts en championnat cette saison. Qu'est-ce que tu penses de Kai Havertz et du Bayer Leverkusen? Est-ce qu'ils ont une chance véritablement demain? Alors moi,
Bayer Leverkusen, c'était vraiment mon équipe, un petit peu coup de cœur, comme on avait parlé dans une précédente vidéo. C'est une équipe que j'aime bien parce qu'ils proposent vraiment du jeu. On voit des joueurs qui sont vraiment à fond du début jusqu'à la fin. Néanmoins, je trouve que ça fait vraiment 2 matchs qui patinent un petit peu, qui ont un petit peu de mal. Et malheureusement, c'est pas vraiment la période idéale, une période un petit peu de doute pour recevoir le Bayern de Munich qui, au contraire, est vraiment à sortir le rouleau compresseur. Donc je pense que ça va être quand même un match assez compliqué pour eux. Et je vais rejoindre Charles, je vois bien quand même une belle victoire du Bayern de Munich, mais je pense que ça va être un match qui sera assez ouvert. Et justement, là, on va pouvoir voir ce que vaut Kai Havertz face à une grosse équipe et voir ce qu'il peut nous proposer. Mais je pense que ça va être un très beau match de football. En tout cas, on a déjà hâte. Moi, je pense, je vais vous rejoindre exactement. Je pense que ça va être un très beau match de football, surtout quand on voit justement le football proposé par le Bayer Leverkusen qui est porté vers l'offensif avec un trio d'attaque ou un quatuor, que ce soit Léon Bailey, Moussa Diaby, Kai Havertz et Kevin Volland qui vraiment ils marchent sur l'eau quand ils jouent ensemble et c'est beau à voir jouer. C'est des joueurs très rapides, très techniques, qui ont le sens du but. Après, au niveau du Bayern Munich, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être compliqué de rivaliser parce qu'on a Serge Gnabry qui est en feu en ce moment avec 11 buts et 11 passes décisives depuis le début de la saison. Lewandowski, meilleur buteur de la tête et des épaules avec 29 buts. Donc voilà, je ne sais pas si la défense de Leverkusen va pouvoir rivaliser. Selon vous, qui va gagner et quel sera le score? Mathéo, on va commencer par toi. Le Bayern, tu as dit que tu pensais qu'ils avaient une longueur d'avance. Sur quel score? Alors, on va partir sur un 2-1. Je vois quand même un beau but d'un joueur de Leverkusen, mais je vois quand même un beau match du Bayern qui va remporter le match. Et puis, on parle beaucoup de joueurs du côté du Bayern de Munich, mais un joueur qu'on ne parle pas beaucoup non plus, surtout en France, c'est Benjamin Pavard, qui en ce moment marche aussi sur l'eau et qui est capable d'être aussi décisif, que ce soit en passe décisive ou en but. Donc moi, s'il faut parler buteur, je verrais bien un petit but de Benjamin Pavard aussi. Benjamin Pavard, voilà, qui a failli marquer un doublé le week-end dernier, même s'il y a eu finalement le but a été accordé au défenseur de Düsseldorf. Benjamin Pavard qui reste sur 2 buts en 4 matchs depuis la reprise après avoir marqué contre l'Union Berlin. Le Bayern, Charles, comme l'a dit Mathéo, ils sont en mode rouleau compresseur. 4 matchs, 4 victoires depuis la reprise. Qu'est-ce que tu penses du score de demain? Le Bayern va gagner, oui, mais sur quel score? Comme tu l'as dit, le Bayern, c'est un rouleau compresseur depuis même avant la période Covid. Le match de Champions League, par exemple, qu'ils font contre Chelsea, on sentait vraiment que la machine était rodée. Ils sont revenus. Pas vraiment vu de changement dans l'esprit. C'était toujours une machine, ça continuait de rouler. Je trouve que ce match est quand même important pour le Bayern parce qu'ils enchaînent après contre Mönchengladbach le week-end prochain, le Bayern. Donc, c'est 2 matchs qui sont quand même assez importants. Et ils vont y aller dans l'envie de gagner parce que s'ils gagnent ces 2 matchs, je pense que le titre sera quasiment acquis. Mais pour ce soir, enfin pour le match contre Leverkusen, je vois une victoire quand même 3-1 à l'extérieur parce que comme je l'ai dit, il n'y a plus vraiment d'avantage d'être à domicile. 3-1 avec on va dire un début de match compliqué et puis après la machine qui se met en route tranquillement avec Kingsley Coman, Serge Gnabry, plein de joueurs comme ça qui peuvent encore montrer tout leur talent. C'est ça l'avantage du Bayern Munich, c'est un collectif qui a des individualités absolument monstrueuses et le danger peut venir de n'importe où, même sur le banc. Donc à suivre avec importance ce match parce qu'il a quand même une importance au classement surtout. Moi, je vais revenir sur le même pari, le même score du match sur lequel on avait parié la dernière fois, donc c'est-à-dire Red Bull Leipzig SC Cologne qui s'est soldé sur un 4-2 pour Leipzig, donc on avait tous raison sur la victoire de Leipzig. Moi, je pense que ça va être à peu près la même physionomie de match, c'est-à-dire le Bayern qui va vraiment enclencher la seconde et gagner sur. Moi, je verrais bien un score de 4-2, un match assez foufou finalement, et le Bayern finalement qui s'impose entre guillemets assez largement avec un score de 2 buts d'écart. Au niveau des buteurs, moi je verrais bien Thomas Müller qui est en grande forme encore en ce moment sur la lignée de sa saison, meilleur passeur de Bundesliga avec 18 passes décisives, ce qui est affolant tout simplement. Donc moi je verrais bien un but de Lewandowski, un but de Thomas Müller, un but de Kingsley Coman d'ailleurs qui est pas mauvais en ce moment, même s'il a un peu de mal à s'imposer totalement. Vous, quels sont vos buteurs? Quel joueur va marquer? On pense à Kai Havertz, Thomas Müller, Kevin Volland, pourquoi pas Moussa Diaby aussi? Charles, toi on sait que c'est un joueur que tu affectionnes particulièrement en tant que supporter parisien. Dis-nous en plus sur le buteur qui va changer la physionomie du match. Si je reste sur mon pari de 3-1, du côté du Bayer Leverkusen, je trouve qu'on n'a pas parlé aussi de Bellarabi, quand même, qui est un joueur qui est quand même assez, c'est pas un top player, mais ça reste quand même un joueur qui est quand même
très intéressant pour le Bayer Leverkusen. Il a une importance. Meilleur passeur du Bayer Leverkusen cette saison avec 8 passes décisives, Youssouf Bellarabi. Karim Bellarabi, pardon. Qu'il a une importance capitale dans ce collectif. Pourquoi pas le voir marquer parce que je vois Kai Havertz, on va dire menotté avec 2 gardes du corps que sont Kimmich ou Goretzka sur lui, et ça va être très compliqué pour lui. Kevin Volland non plus, je le vois pas, mais je vois pourquoi pas Bellarabi ou Diaby trop juste pour aller. Après, sur son côté, s'il joue à gauche, c'est Benjamin Pavard. Pourquoi pas, en termes de vitesse, en termes de technique, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Et si on reste du côté du Bayern, oui, ben voilà, des joueurs comme Serge Gnabry, Kingsley Coman. J'ai un peu envie de dire j'ai envie de faire du name dropping, de plein de joueurs parce que tout le monde peut manquer dans cette équipe. Donc j'ai envie de dire un peu, les buteurs au Bayern sont quasiment, on pourrait mettre les 11 joueurs, les 11 auront quasiment la même chance de marquer. C'est assez Neuer est capable de marquer. Même Neuer, c'est capable de mettre une tête, de monter sur un corner et de marquer. Donc non, voilà, c'est juste pour dire à quel point cet effectif est quand même ultra complet. Et capable de tout. Donc, je n'ai pas vraiment d'avis sur les buteurs du côté du Bayern Munich, en tout cas. D'accord. Donc, Charles, le bilingue de la bande, avec son name dropping, le fameux. Toi, Mathéo, tu vois qui? Tu nous as parlé de Benjamin Pavard. Sur la continuité de sa saison, est-ce qu'il va encore planter ce week-end, à ton avis? Oui, c'est ça, dans la continuité de sa saison, un joueur qui est très juste et qui est très offensif, notamment par sa frappe de balle. On a tous en tête sa frappe contre l'Argentine. Donc je vois bien aller un petit but comme ça, comme face à l'Argentine, une petite demi-volée à la Pavard. Et puis l'inévitable Lewandowski, bien sûr, qui pourquoi pas pourrait tirer. C'est lui qui tire les pénaltys au Bayern. Hein. Oui. Donc allez, sur un penalty, je vois bien 2-1. Et puis du côté de Leverkusen, Moussa Diaby qui est très technique, moi qui me plaît bien, et qui sur une belle petite frappe en finesse peut marquer un petit beau but aussi. Donc je vois bien 2-1, Lewandowski, Pavard d'un côté et Moussa Diaby de l'autre. Moi, je vais rester sur mon 4-2 pour le Bayern Munich. Je vois bien Lewandowski marquer. Évidemment, un match du Bayern sans but de Lewandowski, ça n'existe pas. Moi, j'aimerais bien voir Lucas Hernandez marquer. Il vit une saison difficile au Bayern. Il s'est imposé le week-end dernier. Il a réussi à être titulaire avant d'avoir une petite gêne au niveau de l'adducteur et de sortir à la mi-temps. Finalement, sans alerte, il va pouvoir jouer ce week-end normalement. J'aimerais bien qu'il marque. Après, moi, je pense on a déjà parlé au phénoménal Alphonso Davies, qui, pourquoi pas, pourrait nous sortir encore quelque chose de magique. Et Léon Goretzka, qui est sur une très, très grosse performance contre Düsseldorf. Et du côté du Bayern, comme vous l'avez dit, voilà, Kai Havertz, moi, je le vois bien marquer un but un peu à la Miroslav Klose, renardi surface, il est là au bon moment, pourquoi pas. Et Moussa Diaby sur un compte, voilà, tout seul, aller dribbler Manuel Neuer. Donc, c'est tout pour cette rubrique prono. On a retenu que tout le monde voyait le Bayern gagner. On verra et on en parlera la semaine prochaine dans le nouveau Bussor. On parlera bien évidemment de ce magnifique match qu'on va suivre du coup samedi du coup entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. À noter qu'on reviendra du coup sur ce pari la semaine prochaine, mais également on parlera peut-être de la Coupe d'Italie avec 2 gros matchs entre le Milan et la Juventus et l'Inter de Milan et le Napoli. On parlera sûrement de ces matchs la semaine prochaine. Merci messieurs encore d'être là pour ces magnifiques rubriques Mercato et pronostics. On se retrouve très bientôt pour la partie activité. 3 grosses infos qui sont arrivées cette semaine, 3 grosses infos qu'on va vous détailler dans les prochaines vidéos. On vous souhaite une très très bonne journée, un très bon week-end de football en Bundesliga. On se retrouve très bientôt. Merci à vous. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas.